et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus dans la grille des émissions de la radio et de la télévision nationale. Si vous nous suivez un peu partout à travers le reste de la planète, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette émission consacrée exclusivement au passage de membres du gouvernement. Il s'agit de l'intitulé de l'émission Parole au gouvernement, qui est une rubrique consacrée essentiellement au passage des membres du gouvernement pour le bilan à mi-parcours de l'accession à la magistrature suprême de l'État de son Excellence, professeur Faustin Conge Touadéra. Pour ce deuxième numéro, consacré essentiellement à cet exercice démocratique, nous avons l'honneur de recevoir sur ce double plateau de la radio et la télévision nationale, son Excellence, Monsieur le ministre en charge des Finances et du Budget, Monsieur Hervé Doba. Merci d'être avec nous. Bonsoir et merci à vous de me recevoir. Alors, c'est une confiance renouvelée de la part du chef de l'État à l'endroit de votre auguste personnalité en vous intégrant dans le premier gouvernement de la 7e République. Alors, quelles auraient été vos motivations pour que vous puissiez être maintenu dans ce gouvernement? Écoutez, je vous remercie parce que ce plateau me donne l'occasion d'exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, toute ma reconnaissance et ma gratitude et mes remerciements pour la confiance qu'il a bien voulu renouveler à mon endroit lors de la signature donc, de ce décret du 4 janvier 2024. Écoutez, mes motivations puisent en réalité leur source au sein donc d'un certain nombre d'éléments. Je peux en citer notamment deux. Le premier élément, c'est donc effectivement cette confiance du président de la République, chef de l'État placé en ma modeste personne. Et également, le deuxième élément que je pourrais citer, c'est tout simplement l'opportunité exceptionnelle que nous donne le président de la République, en tout cas à moi, donc modeste citoyen, parmi les 6 millions de Centrafricains que nous sommes, de pouvoir participer très modestement, d'apporter notre contribution à la réalisation du projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lequel projet de société, comme vous le savez, est essentiellement axé sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous sommes naturellement deux pour animer cette émission. Estelle Karine Mazmoko, je suis journaliste, rédacteur en chef à la direction des informations Radio Centrafrique. Et moi-même, bienvenue Bissayo, directeur des informations à la chaîne de l'Unité nationale, présentateur de grandes éditions de la soirée. Mazumoko, vous allez prendre le relais pour la seconde question. Effectivement, Monsieur le ministre, en vous écoutant, pouvez-vous déjà nous fixer sur la situation économique et financière de la République centrafricaine? Je vous remercie pour cette question extrêmement intéressante. Pour parler de la situation économique et financière de notre pays, il convient de revenir sur le contexte qui a marqué donc ces 2-3 dernières années, contexte exogène notamment, et également préciser les facteurs endogènes qui orientent ou qui dirigent le climat économique et financier de notre pays. En termes de facteurs exogènes, il vous souviendra que nous avons donc connu un certain nombre de chocs, notamment le premier qui était le choc sanitaire, le choc lié à la pandémie Covid-19, qui a exacerbé les fragilités que nous connaissions déjà, nous en tant que pays fragile, sur les problématiques d'accès aux médicaments, d'accès aux vaccins. Nous avons également connu un deuxième choc qui nous a fait beaucoup de mal, c'est évidemment le choc sécuritaire au niveau international, puisque le conflit russo-ukrainien, qui d'ailleurs se poursuit encore aujourd'hui, et le conflit aujourd'hui, un nouveau front qui s'ouvre, qui est le conflit israélo-palestinien, qui sont des conflits en réalité qui ont empiré les différentes problématiques d'approvisionnement de produits de première nécessité dans notre pays. Nous avons connu une inflation très importante sur les prix des produits pétroliers. Cela n'a échappé à personne, puisque dans notre pays même, à partir du deuxième semestre de 2022, nous avons connu une situation extrêmement difficile, des situations de pénurie de carburant dans le pays et qui ont mis à mal notre économie. Eh bien, nous avons également malheureusement la conséquence de ces différents chocs qui s'est traduite également par une pénurie de financement
à l'international. Donc évidemment, tous ces chocs ont malheureusement impacté la disponibilité des financements. Et lorsque ces financements étaient disponibles, eh bien, les coûts étaient extrêmement élevés. Et donc, ces éléments-là, évidemment, plantent le décor sur un contexte international, macroéconomique, donc, qui est extrêmement difficile. Au niveau de notre pays, quelques facteurs endogènes que nous pouvons citer, c'est bien évidemment les crises sécuritaires que nous connaissons encore. Cela ne vous a pas échappé encore. Nous subissons encore donc quelques attaques dans certaines localités du pays, mais il faut également relever que nos forces de défense et de sécurité aujourd'hui donnent le répondant justement qui est nécessaire pour nous permettre de pouvoir régler cette situation. Mais toutes ces situations exercent des pressions extrêmement fortes sur le budget de l'État. Et donc, pour parler un petit peu donc, de façon très concrète de la situation économique aujourd'hui, il faut noter que le taux de croissance qui est attendu pour l'exercice 2024 est un taux de croissance de l'ordre de 1,3%. Malgré les chocs que nous avons connus, eh bien, l'exercice 2023 et l'exercice 2022 sont des exercices pendant lesquels nous avons pu comptabiliser des taux de croissance de l'ordre de 1%. Et donc, ce qui veut dire que l'économie centrafricaine est résiliente en réalité. C'est une économie qui se stabilise malgré ses difficultés. Et il faut noter que si nous n'avions pas eu ces différents chocs, je pense que nous aurions été très très loin aujourd'hui. Malheureusement, la situation est ce qu'elle est. Notre économie est résiliente, elle se reconstruit et nous engageons un certain nombre de réformes très importantes sur le volet économique. Mais je laisse cela à mon collègue de l'économie et du plan qui vous donnera un peu plus de détails. Sur le volet purement financier, il faut noter que malgré ce contexte extrêmement difficile, nous avons quand même réussi à améliorer la collecte de nos recettes domestiques. J'en parlerai un peu plus tard si vous m'en donnez l'occasion, mais il faut noter que nous avons réussi, en tout cas sur le dernier semestre, le deuxième semestre de l'année 2023, réussi à mobiliser de façon exceptionnelle les financements qui étaient nécessaires pour nous permettre de financer le gap de budget national. Eh bien, donc, ces levées se sont faites avec des conditions de maturité qui sont exceptionnelles, puisqu'aujourd'hui, nous réussissons à lever de l'argent sur le marché financier avec des maturités de l'ordre de 6 ans, ce qui ne se faisait jamais auparavant. Et également, en termes de conditions de financement, nous avons réussi à améliorer nos conditions de financement. Donc, pour vous dire que la situation sur le plan purement financier est une situation que nous maîtrisons, est une situation que nous sommes en train d'améliorer à travers notamment des efforts très importants qui se font sur la mobilisation des recettes domestiques. Mais évidemment, j'y reviendrai un peu plus tard si vous me donnez l'occasion. Effectivement, avec vous, nous allons aborder ce chapitre, Monsieur le Ministre. Vous pilotez un département, le portefeuille d'un département stratégique au sein du gouvernement depuis quelques années. Alors, plusieurs réformes ont été exécutées à votre actif pour améliorer les recettes de l'État, quand on sait pertinemment que malgré la suspension pendant plus de 3 années de l'aide budgétaire, la République centrafricaine est quand même parvenue à faire face à ces charges régaliennes. Quel a été le secret de votre département? Écoutez, je vous le disais tout à l'heure, nous avons engagé donc une série de levées de fonds sur le marché intérieur notamment, avec ce que nous appelons les SVT, qui sont les sociétés de valeur du Trésor. Et c'est essentiellement sur la base de ce financement-là que nous avons donc réussi à pallier l'absence des appuis budgétaires. Mais vous parliez de réformes et cela est très important. Vous savez, depuis quelques années, nous entretenons des réformes extrêmement importantes et vigoureuses au sein du ministère des Finances et du Budget. Ce sont des réformes qui sont d'une part d'ordre institutionnel et d'autre part d'ordre organisationnel. Sur les réformes institutionnelles, nous pouvons en citer quelques-unes. Nous avons notamment engagé donc aujourd'hui donc le comité
national de la dette publique, qui est un comité qui a été mis en place et qui va être opérationnalisé dans quelques jours en réalité, et qui est un comité qui devrait permettre en réalité de pouvoir centraliser l'ensemble des dossiers constitutifs de la dette au sein de notre pays. Nous avons également mis en place un comité de mobilisation de recettes domestiques. Un comité extrêmement important qui s'assure de faire le tour des différentes régies, travailler avec donc les directeurs généraux pour permettre de faire le point de tout ce qui concerne donc les réformes que nous engageons au niveau donc de la forte mobilisation des recettes domestiques. Et nous savons que ce point est extrêmement important, puisque lorsque nous parlons de souveraineté, nous ne pouvons pas parler de souveraineté nationale tant que nous n'adressons pas la problématique de la souveraineté économique et financière. Et donc ces réformes institutionnelles sont toujours en cours. Parmi elles, on peut également citer des réformes sur la Cour des comptes qui sont en cours en ce moment pour pouvoir renforcer également les corps de contrôle, notamment au niveau du ministère des Finances et tous ceux qui sont en périphérie du ministère des Finances et qui exercent des fonctions importantes au niveau donc du contrôle. Mais nous avons également engagé des réformes très importantes sur la digitalisation, qui est véritablement notre épine dorsale au sein du ministère des Finances et du Budget, puisque aujourd'hui, lorsque nous prenons un sujet comme la douane, écoutez, nous avons réussi à déployer Sidonia World, qui est donc ce logiciel installé au niveau de la douane et qui permet aujourd'hui, avec ce système-là, de parler avec les autres systèmes douaniers des pays qui sont autour de nous. Nous le savons, nous sommes dans un pays enclavé et donc il est très important d'avoir une maîtrise parfaite des flux de marchandises qui entrent ou qui sortent donc de notre territoire, quel que soit l'endroit par lequel donc ces marchandises, ces produits partent ou arrivent. Et donc Sidonia World aujourd'hui est opérationnel. Cela nous a permis de dématérialiser toutes les procédures douanières. Nous allons aujourd'hui jusqu'à la dématérialisation également des paiements sur les transactions qui sont effectuées au niveau de ce logiciel, donc pour toutes les importations et les exportations. Et donc nous sommes très fiers de cette avancée très importante que nous avons réussi à faire. Lorsque nous prenons une régie comme la régie des impôts, d'importantes réformes également ont été engagées au niveau des impôts, puisqu'aujourd'hui nous avons le logiciel e-tax, qui est un applicatif qui permet la télédéclaration et le télépaiement. C'est une révolution pour nos finances publiques, parce qu'aujourd'hui, eh bien, toutes les déclarations se font en ligne pour les grandes entreprises, et très bientôt nous allons étendre cela également aux petites et moyennes entreprises. Donc autant vous dire que ce sont autant d'éléments qui nous permettent justement d'améliorer la captation de recettes domestiques. Mais il y a une chose également très importante que ces deux outils nous permettent de faire aujourd'hui, eh bien, c'est qu'ils permettent de se parler entre eux. Si ces outils se parlent entre eux, cela veut dire qu'en réalité, nous allons pouvoir élargir notre assiette fiscale, ce qui est la base en réalité de l'augmentation de nos recettes domestiques, parce que, vous le savez, notre taux de pression fiscale sur la base des paramètres macroéconomiques que nous avons aujourd'hui est de l'ordre de 9%. Nous le savons également, dans la sous-région, nous parlons de 15 à 16% de taux de pression fiscale. Donc il y a une marge de progression très importante que nous devons pouvoir faire de ce point de vue-là. Mais il n'y a pas que cela. Nous avons également d'autres logiciels qui sont en cours de déploiement, hein, donc toujours sur la digitalisation au sein du ministère des Finances et du Budget. J'entends notamment Simba, hein, qui est le logiciel qui s'occupe des questions budgétaires. Et nous allons plus loin aujourd'hui, puisque nous parlons de budget programme. Et donc cela ne vous a certainement pas échappé. Aujourd'hui, nous sommes déjà en train de préparer pour janvier 2025 le basculement au budget programme qui permettrait en réalité de décentraliser la gestion de Simba, de sorte à ce que chaque chef de département soit en capacité de pouvoir ordonnancer ces différentes dépenses et donc piloter véritablement son budget. Mais vous savez, quand on parle de budget,
il y a une réforme très importante que vous avez certainement vue sur nos différents canaux de communication. C'est le processus de formulation du budget et le processus d'exécution du budget à travers les sessions d'immersion budgétaire. Sessions d'immersion budgétaire à travers lesquelles je reçois, en tant que ministre des Finances et du Budget, chaque chef de département pour pouvoir discuter de leur budget et des priorités justement de leur département, de façon à pouvoir avoir un alignement parfait sur l'exécution de ce budget-là, parce que ce sont ces ressources qui vont leur permettre en réalité d'exécuter les différentes missions qui leur sont confiées par nos plus hautes autorités. Et donc, véritablement, donc, il y a un nombre très important de réformes, et je voudrais peut-être terminer sans être exhaustif, mais sur une réforme également très importante digitale que nous engageons au sein du ministère des Finances et du Budget, c'est le e-cabinet, puisque nous avons réussi donc à développer donc un certain nombre d'outils pour nous permettre d'aller dans le sens de l'amélioration de la gouvernance, de la transparence également, sur tout ce qui concerne les circuits documentaires, les flux de documents au sein du département. Eh bien, nous passons en e-cabinet d'ici quelques semaines, et je ne manquerai pas de vous inviter pour que vous puissiez venir assister à cela. Monsieur le ministre, sur cette réponse, j'aimerais rebondir très rapidement. Au sein des départements, parfois on entend parler de lignes de l'État. Lignes de l'État, qu'est-ce que ça veut dire? Les lignes de l'État. Les lignes de l'État, au niveau de... Comment est-ce que le gouvernement ou l'État est en train d'aider ces départements pour leurs besoins qui comptent pour le bon fonctionnement de ce département? Alors, en réalité, c'est très simple. Vous savez, le budget que nous avons est un budget en recettes et en dépenses. Dans les recettes, nous avons évidemment donc la composition, vous savez, des recettes intérieures, donc les recettes fiscales, les recettes non fiscales que nous avons, donc les recettes fiscales étant les recettes que nous générons à travers nos régies financières, donc les impôts, la douane. Nous avons les recettes non fiscales qui correspondent notamment aux recettes qui sont captées à travers donc notre trésor public, parce que vous le savez, l'État parfois est actionnaire, l'État parfois a des sociétés que constitue le portefeuille de l'État, et donc nous collectons également des dividendes pour les sociétés dans lesquelles l'État est soit actionnaire, soit l'État donc dispose donc de son collège d'entreprises publiques. Et donc nous avons ces différentes catégories de recettes, et nous avons également les dons, vous savez, qui viennent donc compléter ce dispositif donc de recettes que nous avons au niveau de notre budget. D'ailleurs, vous le savez, donc le budget 2024 consacrait un peu plus de 291 milliards de montant total, donc dont compris, appui budgétaire compris. Donc tout cela constitue donc la catégorie des recettes. Et vous avez de l'autre côté les dépenses. Et dans les dépenses, nous avons donc une ventilation de ces dépenses par sectoriel, par institution de la République. Et donc c'est la raison pour laquelle, quand je vous parlais tout à l'heure de l'immersion budgétaire, cet exercice à travers lequel donc chaque chef de département, chaque chef d'institution, eh bien, vient rencontrer le ministère des Finances et du Budget pour faire le plaidoyer justement sur les ressources dont il devrait pouvoir disposer pour lui permettre d'exécuter ses activités sur l'exercice. Et bien ce que nous avons fait maintenant, c'est que nous faisons une session d'immersion budgétaire, donc qui s'est terminée il y a quelques semaines à peine, qui a permis donc de recevoir les différents chefs de département, de pouvoir constater ce que nous avons donc au titre de leur budget donc par ministère, par institution, et de pouvoir faire la planification de ces dépenses. Donc les lignes dont on parle en réalité, ce sont ces différentes lignes constitutives des budgets de ces différents ministères ou de ces différentes institutions. Mais en réalité, tout cela reste des ressources publiques. Vous voyez, donc qui sont ventilés par les différents départements que nous avons. Une autre question, Monsieur le ministre. Le gouvernement a signé avec le Fonds monétaire international FMI la facilité d'élargir le crédit. Quels sont les impacts sur l'économie nationale? Écoutez, nous sommes très, très fiers et très ravis d'avoir pu renouer avec le Fonds monétaire international, parce que quand je prenais fonction en juin 2021, depuis 2020, le programme avec le Fonds monétaire international s'était arrêté. Et en réalité, donc, ce programme financé par la facilité élargie de crédit, comme vous l'avez si bien dit,
est un programme qui a été signé donc, en avril 2023, donc bientôt un an, pour une durée de 3 ans et pour un montant de 191,4 millions de dollars. Alors, avant de vous dire l'impact sur notre économie, peut-être rappeler que dans ce programme, il y a un certain nombre de piliers sur lesquels nous nous sommes engagés. Il y en a 3. Très précisément. Le premier pilier étant le pilier relatif donc à la mobilisation donc des recettes domestiques. Nous devons, dans le cadre de ce programme, sur 3 ans, faire la démonstration de ce que nous sommes en capacité de mobiliser encore plus de recettes domestiques. Le deuxième pilier est un pilier relatif donc à la gouvernance et à la transparence. Nous devons également, pendant donc ces 3 années de programme, eh bien, faire la démonstration que nous améliorons nos procédures, nos processus, notre cadre législatif et réglementaire pour nous permettre véritablement de pouvoir améliorer la transparence et la gouvernance. Et d'ailleurs, nous avons un projet sur la Cour des comptes. Je vous parlais de réforme tout à l'heure. Nous avons un projet sur la Cour des comptes qui devrait permettre de rendre la Cour des comptes un peu plus autonome financièrement pour lui permettre justement de mener à bien ses missions de contrôle. Donc tout cela fait partie des réformes engagées au titre donc de ce pilier numéro 2. Et le pilier numéro 3 que nous avons, ce sont les dépenses sociales. Améliorer, augmenter les dépenses sociales. Les dépenses sociales sont extrêmement importantes et nous devons, et d'ailleurs c'est en droite ligne avec la vision du président de la République, chef de l'État, de pouvoir mettre un maximum de ressources sur les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. Alors, ce programme, en réalité, lorsqu'il a été signé en avril 2023, il nous a permis tout de suite de pouvoir avoir un réengagement de l'ensemble des partenaires, de l'ensemble de la communauté internationale. Parce que tous attendaient cela, en réalité. Parce qu'il faut comprendre que le Fonds monétaire international est un petit peu le gendarme des économies publiques et donc des finances publiques. Et donc, cela a permis d'ailleurs, lorsque le programme a été signé, quelques semaines après, le ministre du Plan signait donc une série de conventions de financement avec notamment le ministre de l'Agriculture, donc dans le secteur de l'agriculture, et le ministre de la Santé, dans le secteur de la santé, des projets importants. Cela me permet d'ailleurs de relever en même temps que les portefeuilles de bailleurs, donc portefeuille de projets financés par les bailleurs, est relativement important dans notre pays puisque sur le premier et le deuxième mandat donc, du président de la République, nous pouvons voir une ascension fulgurante de ce portefeuille de projets. Aujourd'hui, nous parlons d'à peu près 2 milliards de dollars de financement de projets au sein de notre pays. Alors donc, le premier impact, c'est celui-là, c'est le réengagement de tous les partenaires. Le deuxième engagement, le deuxième impact, pardon, extrêmement important également, c'est évidemment le retour des investisseurs sur le marché financier intérieur. Je vous parlais tantôt de mobilisation de financement sur le marché financier intérieur à travers donc des émissions de titres publics. Eh bien, donc cela nous a permis également de pouvoir accélérer donc la mobilisation de financement à travers donc des émissions de titres publics à des conditions extrêmement importantes et favorables pour nous. Voilà, donc c'est cela et nous continuons de travailler. D'ailleurs, la deuxième revue de ce programme, puisque nous avons une revue semestrielle sur ce programme, la deuxième revue se tiendra au mois d'avril prochain, donc pour nous permettre de faire l'évaluation de tous les efforts que nous avons accomplis jusque-là. Monsieur le ministre, votre brillante intervention m'inspire à poser la question avant d'aborder naturellement la question liée à la dette de la République centrafricaine vis-à-vis de ses partenaires financiers. Je voulais tout simplement rappeler que la République centrafricaine, le revenu national est presque à 90% fiscal, quand on sait que les recettes sont beaucoup plus axées sur les taxes douanières ainsi que le taux d'imposition, c'est-à-dire l'impôt. Alors, quelle est autre stratégie que le gouvernement entend définir pour renflouer davantage la caisse de l'État? Merci beaucoup. En réalité, vous savez, l'État n'a pas d'autres moyens pour pouvoir financer ses charges régaliennes, si ce n'est justement la collecte de ressources à travers donc, les impôts, la douane et le trésor public. Donc la véritable question, c'est
comment est-ce que nous faisons pour pouvoir élargir notre assiette fiscale et remonter donc notre taux de pression fiscale qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est de l'ordre de 9%. Et donc, ces stratégies-là, je les ai un petit peu indiquées lorsque je vous parlais des différentes réformes qui sont déjà en cours, parce que si nous voulons aujourd'hui augmenter notre assiette fiscale, l'élargir, eh bien, nous devons identifier tous les opérateurs économiques qui, donc, commercent au sein de notre pays, et tous ces acteurs économiques doivent être enregistrés dans notre base fiscale. C'est une exigence. Et donc, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, à travers donc ce module qui s'appelle le module Crosscheck, qui est un module qui est en cours de développement pour pouvoir compléter le dispositif de l'applicatif e-tax dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les impôts, en réalité, ce module va nous permettre de faire quoi ? Ce module va nous permettre de croiser les informations entre toutes les importations et les exportations qui se font au sein de notre pays et également avec l'activité donc de ces entreprises, de ces opérateurs, pour savoir si tous sont identifiés au niveau du service des impôts ou pas. S'ils ne sont pas identifiés, nous allons de facto les enregistrer. Nous leur infligeons d'ailleurs une pénalité qui est de l'ordre de 10% du montant donc, de la valeur de leur importation dans le pays pour les obliger donc du coup à s'identifier. Il n'y a que de cette façon-là que nous allons donc améliorer notre collecte de revenus domestiques pour nous permettre d'essayer d'atteindre, d'asymptoter les taux qui sont aujourd'hui constatés dans notre sous-région, dans les autres pays de la CEMAC. Abordons à présent la question liée à la dette de la République centrafricaine vis-à-vis de l'extérieur. Il y a deux formes de dette, la dette interne et la dette externe. Quelle est la situation aujourd'hui de la dette de la République centrafricaine ? Écoutez, la situation de la dette aujourd'hui, elle est de l'ordre d'à peu près 896 milliards de francs CFA. Et vous l'avez bien dit, donc cette dette se ventile entre la dette extérieure et la dette intérieure. La dette extérieure aujourd'hui, elle est de l'ordre de 344 milliards de francs CFA, quand la dette intérieure est de l'ordre de 554 milliards de francs CFA. Mais vous donner un chiffre comme celui-là n'est peut-être pas très parlant, parce que ce qu'il faut dire également, c'est est-ce que la République centrafricaine aujourd'hui est surendettée ou pas ? Et donc la réponse est non. La République centrafricaine n'est pas surendettée, puisque au niveau donc des normes que nous avons, donc les normes communautaires d'endettement, nous pouvons aller jusqu'à 70% du PIB. Aujourd'hui, nous sommes en deçà de ce ratio, et donc ça veut dire que nous ne sommes pas surendettés. En revanche, il nous faut impérativement améliorer donc nos revenus domestiques, puisque c'est ce qui nous permet d'avoir de l'espace pour permettre justement de couvrir le service de la dette. Et donc, sur la solvabilité, donc nous avons un ratio qui est un peu au-dessus donc de la norme. C'est la raison pour laquelle nous travaillons très dur pour pouvoir améliorer cela. Et d'ailleurs, il me plaît de vous dire ici, et cela se voit à travers donc nos différentes lois de finances, mais sur les 3 dernières années, nous avons sensiblement augmenté donc la collecte de nos revenus domestiques, même si nous sommes encore très très loin, mais nous sommes passés globalement d'à peu près 120 milliards de francs CFA à aujourd'hui, sur le budget 2024, à une prétention que nous avons qui est de l'ordre de 160 milliards de francs CFA de revenus domestiques. Donc, Monsieur le ministre, nous pouvons dire que la République centrafricaine peut compter sur ses propres ressources pour assurer ses charges régaliennes alors ? Écoutez, pas encore, parce que vous savez, la structure de notre budget, historiquement, a toujours été déficitaire, toujours. Et même lorsque l'on prend donc globalement donc le budget déficitaire, et même lorsque nous prenons le déficit primaire, il est également, enfin le solde primaire budgétaire, il est également déficitaire. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous ne sommes pas encore en mesure, grâce à nos propres ressources, de pouvoir financer la totalité de nos dépenses régaliennes. C'est la raison pour laquelle nous allons encore sur le marché financier pour pouvoir collecter donc le gap de financement que nous avons pour couvrir ces différentes dépenses. Mais ce qu'il est important de noter,
c'est qu'en lien donc avec l'indication que je faisais à l'entame de notre discussion, ce qu'il est important, c'est que si nous voulons aller vers une souveraineté nationale, nous devons impérativement améliorer donc notre collecte de revenus domestiques pour nous permettre d'asseoir notre souveraineté économique et financière. Et cette souveraineté économique et financière ne peut être atteinte qu'à partir du moment où, avec nos ressources propres, eh bien, nous sommes en capacité de couvrir nos dépenses primaires, nos charges régaliennes. Donc c'est à partir de ce moment-là que nous pourrons parler de souveraineté économique et financière. Et nous y travaillons. Donc, comme je vous disais, structurellement, donc, nous sommes dans une situation de déficit, mais nous sommes en train de travailler. Je vous disais tout à l'heure que nous avons augmenté sensiblement donc, notre capacité de collecte de revenus domestiques. Nous avons bon espoir qu'avec les différents chantiers que nous avons ouverts, eh bien, d'ici à quelques années, nous devrions pouvoir arriver donc, à cette autonomie. Le chef de l'État a promis la rupture dans le cadre de la 7e République, Monsieur le ministre. Quelles sont les actions que vous allez désormais mener pour impulser le développement économique de notre pays, la République centrafricaine? Écoutez, oui, nous sommes dans la 7e République et il est grand temps, et le président de la République, chef de l'État, l'a dit, il est grand temps de changer avec un certain nombre de paradigmes. Au sein du ministère des Finances et du Budget, et même si nous savons que la responsabilité du changement sur le plan économique et financier ne dépend pas seulement de nous, parce qu'en réalité, tous les autres sectoriels, le gouvernement entier, travaille avec nous sur cette question, puisque chacun apporte donc sa contribution. Mais au niveau du ministère des Finances et du Budget, il y a un certain nombre de décisions que nous avons prises pour aller en droite ligne dans l'exécution donc des orientations, des instructions du président de la République. Ça concerne notamment tout ce qui concerne les corps de contrôle. J'en parlais tout à l'heure. Vous avez, tout comme moi, écouté donc, le discours à la nation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lors des vœux du Nouvel An, et instruction a été clairement donnée au ministre des Finances de pouvoir exercer tous les moyens de contrôle dont il dispose pour garantir l'efficacité de la dépense publique. Je pense que ça, c'est un point très important sur lequel donc, nous avons déjà engagé un certain nombre d'actions. Nous devons impérativement accélérer la digitalisation. C'est aussi cela, la 7e République, parce que vous le savez, aujourd'hui nous avons de la fibre optique qui commence à être opérationnalisée, et donc il est important que nous puissions rentrer dans cette ère du numérique sous la 7e République. Donc nous, ministère des Finances, nous comptons également tirer notre épingle du jeu de cette digitalisation, de cette ère du numérique à travers tous les sujets que nous vous avons déjà cités et sur lesquels nous sommes très engagés. Et il y a donc également la mise en œuvre de notre stratégie de gestion des finances publiques. Donc stratégie très importante qui a été validée et que nous devons impérativement accélérer pour nous permettre de voir les résultats justement de tout cela. Donc pour me résumer, les corps de contrôle, donc accentuer les corps de contrôle, accentuer les réformes donc sur la mobilisation des recettes domestiques et accélérer la digitalisation tous azimuts au sein du ministère des Finances et du Budget. Et peut-être un élément qui est très important également que je n'ai pas cité, c'est renforcer également tout ce qui est capacité. Nous avons des capacités humaines qu'il faut faire monter en puissance à travers de la formation. Nous avons également des besoins extrêmement importants en moyens matériels pour permettre aux différentes régies de travailler. Et donc un programme est en train d'être élaboré pour permettre de doter justement nos régies avec les moyens qui leur permettraient d'assurer leurs différentes missions. Monsieur le ministre, le timing qui nous est réservé pour cette entrevue en exclusivité tire pratiquement à sa fin. Je vais sortir un peu du cadre de cet exercice démocratique pour poser le vrai problème, le problème des Centrafricains lambda. Alors, Monsieur le ministre, pourquoi les salaires des fonctionnaires ne sont pas revalorisés depuis quelques années? Bien, alors donc c'est une question difficile que vous me posez.
en réalité, nous devrions être plusieurs autour de la table, plusieurs ministres autour de la table pour pouvoir répondre à cette question. Non, mais je pense que sous le prisme du ministère des Finances et du Budget, vous savez, nous parlons, lorsque nous élaborons nos budgets, nous parlons de soutenabilité budgétaire. Et donc la soutenabilité budgétaire, c'est tout simplement le principe à travers lequel il faudrait que les dépenses que nous inscrivons puissent être soutenables au titre justement des ressources que nous allons pouvoir collecter pour permettre justement d'adresser ces différentes dépenses. Et donc, il est extrêmement difficile, dans le contexte que nous connaissons, et tout à l'heure j'ai élaboré sur le déficit budgétaire que nous connaissons aujourd'hui, il est extrêmement difficile dans ces conditions-là d'aller vers des revalorisations de salaires, ce qui signifierait augmentation de charges de personnel, sans pour autant générer au niveau des ressources les recettes nécessaires pour pouvoir couvrir justement ces dépenses-là. Vous voyez, donc l'exercice est difficile. Qui plus est, si nous faisons de la revalorisation, nous nous privons également de la capacité d'intégration. Donc vous voyez, alors que nous savons également que notre administration manque cruellement de fonctionnaires, de personnel, pour permettre justement le redéploiement également de l'État, parce que vous le savez, le président de la République tient énormément donc à cette politique de décentralisation et de déconcentration qui a été adoptée et que nous devons mettre en œuvre. Et donc, vous voyez, donc il y a tous ces sujets-là, et d'ailleurs, vous avez vu que le président de la République a instruit donc le ministère des Finances, le ministère de la Fonction publique, le ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir procéder à l'intégration de 1500 enseignants. Donc tout cela vient en réalité donc peser sur le budget de l'État, et donc nous commençons déjà à recruter donc pour permettre d'adresser la problématique que nous avons sur les effectifs, nous travaillons très très dur pour pouvoir améliorer donc notre soutenabilité budgétaire, de sorte à pouvoir justement dans les prochaines années, je l'espère en tout cas, de pouvoir améliorer également ces aspects-là. Mais vous le savez, donc c'est une décision qui revient au président de la République et pas à la modeste personne que je suis. En tout cas, Excellence, Monsieur le Ministre, l'équipe de la radio et de la télévision centrafricaine, par m'avoir vous remercier surtout de votre agenda, malgré votre agenda chargé. Vous avez bien voulu répondre positivement à notre invitation sur ce double plateau de la radio et de la télévision nationale pour dresser le bilan mi-parcours de la santé financière de notre pays à vos compatriotes. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie pour cet exercice important qui nous donne l'occasion, à nous les membres du gouvernement, de venir parler à nos concitoyens de ce que nous faisons pour leur donner l'information vraie. En tout cas, je vous remercie et je vous félicite pour cet exercice. Nous étions deux pour animer cette émission. C'était Estelle Karine Mazmoko, journaliste et rédacteur en chef à la direction des informations à Radio Centrafrique. Et moi-même, bienvenue Bissayo, directeur des informations de Télé Centrafrique, présentateur des grandes éditions de la soirée. Mesdames et messieurs, vous qui nous rejoignez à présent sur les deux stations de la radio et de la télévision nationale, sachez que vous étiez dans l'émission intitulée Parole au gouvernement, est une tribune consacrée au passage des membres du gouvernement en ce qui concerne le bilan à mi-parcours du 3e anniversaire marquant l'accession à la magistrature suprême de l'État de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra. Pour ce deuxième numéro, nous avons reçu son Excellence, Monsieur le ministre en charge des Finances et du Budget, Monsieur Hervé Doba, avec qui nous avons fait le tour d'horizon de la question de la santé financière de la République centrafricaine, le renforcement des liens de coopération avec les institutions financières internationales, ainsi que la question de la dette de la République centrafricaine, la dette interne, externe de la République centrafricaine ont été les principaux sujets débattus au cours de cette entrevue en exclusivité. Merci à vous d'avoir été de nôtres. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. À très bientôt.